Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 de la Belle Radio et Télévision. D'abord, les titres du journal. L'opposition togolaise toujours en quête de solutions pour infléchir le pouvoir de Faure Gnassingbé. L'opposition est-elle sur la bonne voie? Alex Blériot Momha nous le dira. En Côte d'Ivoire, retour en grâce pour Guillaume Kibafori Soro. Le président de l'Assemblée nationale a été promu au sein du RDR, le parti au pouvoir. Et puis, sport football, les Super Eagles du Nigeria vont recevoir plus d'1 milliard de francs CFA. C'est une récompense de leur qualification en Coupe du monde de football. Bonsoir et bienvenue. Merci si vous nous rejoignez seulement maintenant à cette édition du journal sur la Belle Radio et Télévision. L'opposition togolaise est toujours en train de mettre la pression sur le gouvernement. L'opposition s'adresse à de nombreux partenaires pour tenter d'infléchir la position du gouvernement togolais qui tient en fin d'année à organiser un référendum constitutionnel pour se prononcer sur un projet de loi qui est contesté par les opposants. Eh bien, Alex Blériot Momha, notre éditorialiste, s'interroge sur la pertinence de la démarche de l'opposition. Elle fait feu de tout bois, l'opposition togolaise, pour obtenir ce qu'elle veut, le départ de Faure Gnassingbé de la présidence du pays et la fin du règne des Eyadema. Tout y passe au risque de brouiller le message et la démarche. Manifestations de rue et rencontres avec des diplomates, audiences avec des chefs d'État. Dernier acte en date, la remise hier à Paris d'un mémorandum au président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé. L'Union africaine qui a mandaté le président ghanéen Nana Akufo-Addo sur ce dossier de la crise togolaise et qui a déjà effectué à ce titre le déplacement de Lomé et envoyé sur place plusieurs missions. Entre-temps, des correspondances ont été adressées au président français Emmanuel Macron. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire se sont frottés au dossier. Les chancelleries occidentales sur place à Lomé s'y sont également essayées. La présidence de la commission de la CEDEAO aussi. Ici et là, une seule recommandation est ressortie tel un leitmotiv, le dialogue. Un dialogue auquel le gouvernement s'est dit ouvert. Mais à l'allure où l'opposition continue de frapper à toutes les portes, même celles déjà ouvertes, on peut se poser des questions. Jean-Pierre Fabre, l'un des leaders de l'opposition, s'est dit favorable au dialogue, mais uniquement pour discuter des conditions du départ du chef de l'État. Pour dialoguer, il faut être deux, lancé pour sa part Faure Gnassingbé en visite à Abidjan lundi dernier. On en est là. Et du côté de la Côte d'Ivoire, au bord de la lagune ébriée, les relations entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, et le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, semblent désormais au beau fixe. Le président de l'Assemblée nationale a été promu au sein du RDR. Est-ce le signe d'un réchauffement des rapports entre les deux hommes politiques? Là aussi, Alex Blériot tente de nous éclairer. La température politique semble avoir sensiblement baissé en Côte d'Ivoire, conséquence de la rencontre Ouattara-Soro du 3 novembre dernier. Non seulement le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est dit extrêmement satisfait des discussions avec le chef de l'État, les nominations à la direction du Rassemblement des Républicains RDR, parti au pouvoir, où le nom de Soro Kibafori Guillaume ouvre la longue liste des vice-présidents, démontrent, s'il en était encore besoin, que tout ou presque revient à la normale au sein du rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. Les éclairs qui fendaient le ciel et les nuages qui l'obscurcissaient, autant que les braises qui chauffaient les fourneaux, sont attribués aux entourages, précisément ceux du président de la République selon Soro. Dans cette atmosphère de « je t'aime moi non plus », doit-on déduire que toutes les questions ayant cristallisé les tensions de ces derniers mois ont été vidées. La détention du chef de cabinet et directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, la mise sous surveillance de certains de ses proches, etc., font-elles partie des arguments de sortie des crises ou victimes collatérales? Pas de réponse claire pour le moment. De part et d'autre, on s'ingénie plutôt à minimiser. À quelques encablures de la présidentielle de 2020 et à l'heure de la gestation d'un grand parti politique unifié, les stratèges politiques ivoiriens ont certainement dû faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire. Au Zimbabwe, à présent, le Lacoste Emerson Mnangagwa
l'ancien vice-président déchu est rentré. Il est rentré mercredi en fin d'après-midi. L'avion qui ramenait Emerson Mnangagwa a atterri sur le tarmac d'une base militaire d'Harare 15 jours précisément après son exfiltration le 8 novembre à la suite de son limogeage par Robert Gabriel Mugabe, désigné président de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, et intronisé président de la République par intérim pour 3 mois. Il va prêter serment demain vendredi devant le Parlement. Il deviendra alors le troisième vice-président, le troisième président de l'histoire du Zimbabwe après Canaan Banana. Le premier, bien évidemment, son tombeur Robert Gabriel Mugabe. Le peuple a parlé, la voix du peuple est la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons au début d'une nouvelle démocratie, a-t-il déclaré hier soir, lors de cette première apparition publique depuis le coup de force qui le porte maintenant au pouvoir. À 75 ans, le crocodile, comme on le surnomme au Zimbabwe, est de facto le candidat de la ZANU-PF pour la présidentielle de 2018. Au Sénégal, maintenant, le maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis 8 mois, mais élu député le 30 juillet dernier, continue de secouer le microcosme politico-judiciaire sénégalais. Un opposant accusé de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, entre autres, était convoqué hier 22 novembre pour une audition devant une commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée de statuer sur l'éventualité de la levée de son immunité parlementaire. Peine perdue, le député maire de Dakar n'a pas répondu à cette convocation, refusant tout aussi d'être auditionné en prison. Par contre, la rue et les gardiens de prison ont eu droit à une manifestation de femmes réclamant la libération du célèbre prisonnier. La police est intervenue avec les gaz lacrymogènes, mais la commission parlementaire n'a pas non plus pu mener à bien cette phase de l'instruction demandée par le parquet. L'audition du député est un préalable indispensable avant tout vote en séance plénière. L'Assemblée nationale se réunit ce samedi pour se prononcer pour ou contre la levée de son immunité. À la suite de la diffusion d'un film de la chaîne américaine CNN montrant des migrants qui étaient vendus sur un marché en Libye, les autorités sénégalaises ont pris des mesures fortes. Il y a eu des décisions qui vont permettre d'acheminer des ressortissants sénégalais qui résident actuellement en Libye. Oumou Kalsoumba est notre correspondante à Dakar. Au lendemain de l'éclatement de la vente de migrants en Libye, les autorités sénégalaises, atterrées par cette situation, ont annoncé la prise de toutes les dispositions nécessaires pour le rapatriement des Sénégalais se trouvant en Libye. L'État a également convoqué le chargé des affaires libyennes à Dakar pour fustiger cette pratique. Rappelons que le Sénégal a déjà rapatrié 2249 Sénégalais qui vivaient en Libye. Depuis le mois de janvier, on a fait ramener 1200 Sénégalais, 1200 jeunes migrants sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, et avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers. Et récemment aussi, le président de la République a donné l'instruction au comité en charge des personnes déplacées et des rapatriés sous la coordination du général Thiam que tous les Sénégalais qui sont présentement en Libye vont être ramenés. Nous avons dénombré un nombre de 500. Des avions seront loués à cet effet et ils vont tous retourner dans leur terroir respectif. La migration est un phénomène historique d'ampleur universelle. Selon de nombreux experts, le Sénégal, le Nigeria, le Mali et la Gambie sont les pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés par ce fléau. Une situation qui pousse les autorités sénégalaises à faire de la gestion des flux migratoires une priorité. La migration ne date pas d'aujourd'hui. C'est un fléau, je l'ai dit tantôt lors de mon pitch de voiture. Ça date de très longtemps. On a connu certainement le fléau, on l'a beaucoup plus senti avec les événements de la Libye. Un pays en guerre qui n'est pas contrôlé, c'est très difficile de surveiller ce qui se passe. On a connu les embarcations avec l'Espagne du temps de Barça ou Barsac. L'État a toujours mis en place des politiques de lutte contre le chômage,
Mais bon, la quête d'un meilleur avenir pousse toujours les jeunes à tenter les routes migratoires dangereuses. Mais notre mission de tous les jours, on va s'atteler à ce que ces jeunes restent au Sénégal, travaillent la terre, poursuivent leurs études, parce qu'il faut le dire, il faut le dénoncer, et la plupart ont des niveaux d'études très bas. La traite des jeunes Africains en Libye continue de soulever des vagues et d'alimenter les débats. Le sommet Europe-Afrique, qui se tiendra du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan, peut être une occasion pour les dirigeants africains d'ouvrir les discussions avec l'Union européenne sur les questions migratoires. Et puis, la situation des migrants en Libye continue de faire réagir. En marge d'un symposium sur le droit ouvert à Libreville aujourd'hui, le professeur Guy Rossatanga-Rigno, par ailleurs secrétaire général de la présidence de la République et président de la fondation André Raponda-Walker, s'est étonné de ce que des migrants qui arrivent à économiser des sommes avoisinant les 6 millions de francs CFA n'investissent pas cet argent pour se lancer dans des activités qui pourraient les aider. Nous avons un débat aujourd'hui sur ce qui s'est passé horrible en Libye par rapport à des négro-africains vendus comme esclaves dans ce pays. La plupart des réactions que nous avons relèvent toujours de l'émotionnel, malheureusement, qui nous caractérise trop souvent. Nul ne peut accepter ce que nous avons vu à la télévision. Et quelqu'un a qualifié ça très clairement hier de crime contre l'humanité. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est de la faute des gouvernements africains, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela. Mais lorsque vous réalisez que la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation terrible ont souvent économisé 10 000, 30 000 euros pour payer un passeur, on se dit qu'il y a quand même un problème. 10 000 euros, ça fait 6 millions en francs CFA. Avec 6 millions, je pense qu'on gagnera à essayer de faire quelque chose chez soi, qu'aller les donner à un Libyen, à un mafieux corse ou italien qui va vous jeter dans la mer. Vous comprenez? Or, notre réaction à nous, c'est toujours celle-là, c'est la loi est mauvaise, elle est scélérate, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Tout ça parce que nous n'arrivons pas à intégrer l'idée, la règle de devenir nous-mêmes une règle. Nous n'acceptons la règle que lorsqu'elle s'applique aux autres. Nous n'acceptons la loi que quand elle est exactement favorable à nos intérêts du moment. Et je pense que tant que chacun d'entre nous continuera à fonctionner de cette façon-là, il n'y aura ni société et encore moins état de droit, quelles que soient les proclamations des uns et des autres. Merci. Le professeur Guy Rossatanga-Rigno qui répondait aux questions d'un de ses collègues lors de ce symposium qui s'est ouvert ce matin à Libreville, la capitale gabonaise, et qui va s'achever demain. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces activités-là à proprement parler. Et puis, on voyage pour la Côte d'Ivoire à présent. On est au Salon de l'agriculture et des ressources animales. Ce salon a pour principal conférencier le docteur Akinwumi Adesina, le patron de la Banque africaine de développement. Lors de son intervention, il a tracé les contours de ce que devraient être les priorités de l'Afrique en matière de développement dans le secteur de l'agriculture et des ressources animales et végétales. Georges Wenceslas Aboké revient sur ces propos. L'accès à la terre doit alors être démocratisé avec une forte percée des fins, véritable gâchis qui frise le scandale. Ce déséquilibre pousse le docteur Akinwumi Adesina, président de la BAD, a affirmé que la transformation des produits agricoles reste la solution pour stabiliser les prix et contribuer au développement des PMI du secteur et donc au développement de l'Afrique. Et pourtant, le continent africain compte 600 millions de terres arables et ces terres, si elles sont cultivées à seulement 10%, pourront permettre à 40 millions d'Africains de vivre.
Et en parlant d'agriculture, avez-vous jamais entendu parler de cette technique qui permet de faire pousser des plantes sous sol? Eh bien, en Afrique du Sud, ils sont en passe de devenir les maîtres dans cet art. Allons savoir comment ils procèdent pour faire pousser simplement des plantes sous terre. Laetitia Ngalibika. Cultiver sans terre et sur des toits, cela s'appelle l'hydroponie ou culture sans sol. Les agriculteurs urbains sud-africains sont passés maîtres dans cet art. En effet, plusieurs d'entre eux qui n'ont pas accès à la terre utilisent ce système pour faire pousser leurs différentes plantes. À Johannesburg, ces agriculteurs plantent des végétaux sur les toits de quelques habitations. Environ 100 bâtiments ont déjà été identifiés dans cette ville. Cette technique permet par exemple de produire plus de 100 kg de basilic en 21 jours. Le thym, le romarin et la menthe sont aussi cultivables en un temps record avec un très bon résultat. La culture hydroponique, qui demande peu d'efforts grâce à la technologie, n'exige qu'un espace et un modèle d'affaires durable pour permettre à des entreprises de fonctionner. Mais qu'est-ce que finalement l'hydroponie? L'on sait peu de choses sur l'origine de cette forme d'agriculture. La ville antique de Babylone est souvent citée lorsqu'on parle de culture hors sol. À défaut de preuves probantes confirmant l'existence de ces jardins en Mésopotamie, les archéologues donnent la paternité de cette culture aux Aztèques. En effet, les plus anciennes traces de cette culture semblent se localiser à Mexico. Cette technique qui s'apparente à l'aquaculture vient du grec hydro, l'eau, et de ponos, le travail, et signifie littéralement laisser l'eau faire son travail. Les agriculteurs sud-africains l'ont compris, c'est pourquoi la culture hors sol, qui doit être un exemple en Afrique, surtout dans les régions où la terre est inaccessible pour certaines populations, ont décidé d'en faire une pièce maîtresse en matière d'agriculture. Vous comprenez pourquoi ce sourire? Il s'agit bien entendu de l'agriculture hors sol et non sous sol. Ça aurait paru extraordinaire. Allons faire le tour du monde, à présent, enfin, le tour dans 3 pays du monde, notamment au Liban, où Rafik Hariri a suspendu sa démission. Et bien entendu, en Argentine, où là, c'est beaucoup plus triste, eh bien, l'équipage du sous-marin qui est effectivement qui est en pleine mer, au fond de la mer depuis quelques semaines, continue de préoccuper les familles et les proches parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné Ratko Mladic à la prison à perpétuité. Les parents des victimes du massacre de Srebrenica ont accueilli le verdict avec beaucoup d'émotion. 8000 musulmans ont été tués en juillet 1995 par le tristement célèbre boucher des Balkans. Un verdict que le maire de Srebrenica n'accepte pas. Au Liban, Saad Hariri a été acclamé devant son domicile par des milliers de partisans hier à Beyrouth, la capitale libanaise. Saad Hariri a suspendu sa démission du poste de Premier ministre du pays du Cèdre après avoir échangé avec le président Michel Aoun. Saad Hariri avait annoncé sa démission à partir de Riyad, la capitale saoudienne. La décision avait suscité un tollé. La police australienne a finalement donné l'assaut pour déloger de force les réfugiés du camp de Manus. L'Australie avait décidé de procéder à la fermeture de ce camp après une décision de la justice de Papouasie-Nouvelle-Guinée fin octobre. Près de 400 migrants refusent de quitter ce camp. Voilà, nous étions là plutôt avec les images de l'équipage du sous-marin qui est toujours recherché en Argentine, ce sous-marin qu'on n'a pas retrouvé depuis plusieurs jours maintenant. Le football et la Confédération africaine de football qui continue de savoir si le Cameroun va pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un cabinet d'audit a déjà été trouvé pour évaluer la capacité du pays à organiser la compétition. C'est le cabinet d'audit Roland Berger qui a été sollicité par la Confédération africaine de football. Ce cabinet allemand, présenté comme l'un des meilleurs au monde, a été retenu pour conduire l'audit organisationnel et des infrastructures devant accueillir la compétition, a fait savoir l'instant dirigeant du football africain, sans toutefois préciser la date prévue pour l'inspection. Roland Berger devrait également avoir en charge l'audit des centres d'excellence de la CAF du Cameroun.
Après le désistement inattendu de Pierce Waters Cooper, initialement désigné pour faire ce travail, la Confédération africaine avait lancé le 6 octobre dernier un appel à manifestation d'intérêt pour recruter le nouveau cabinet chargé d'évaluer la capacité du Cameroun à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avec le passage de la CAN de 16 à 24 sélections, le cahier de charge du pays organisateur a pris de l'envergure. Au lieu des 4 sites de compétition prévus, le Cameroun devra en présenter 6, sans oublier les infrastructures routières, hospitalières, de communication, les transports et la sécurité entre autres. Les Super Eagles du Nigeria vont recevoir 1,3 milliard de francs CFA. Cette somme représente 30% de la prime qui leur a été allouée par la Fédération internationale de football association après leur qualification au Mondial Russie 2018. Les assurances ont été données par le porte-parole de la Fédération nigériane de football hier. On retrouve Rodney Ovono. La Fédération nigériane de football et la sélection des Super Eagles sont arrivés à un accord concernant les primes de match. Le vice-président de la NFF, Shekou Diko, a notamment affirmé que les deux entités sont arrivées au bout de la négociation et se sont mis d'accord sur les bonus des primes de match ainsi que le partage des bénéfices lors du prochain Mondial 2018. Et de rajouter qu'un accord avait également été trouvé pour que toute la phase de préparation de la compétition, qui inclut également les matchs amicaux, seront rétribués, tout en précisant de quelle manière et à quelle période les primes seront versées. Une nouvelle qui a été accueillie avec enthousiasme par les principaux concernés. Rappelons que lors du dernier mondial au Brésil il y a 4 ans, les Super Eagles avaient volontairement boycotté une séance d'entraînement pour protester contre les non-versements d'une prime de qualification, un mouvement d'humeur qui avait obligé le ministre des Sports de l'époque à se rendre en urgence en Amérique du Sud avec dans ses valises près de 2,4 milliards de francs CFA. Allons savoir à présent ce que les confrères ont mis en une de leurs journaux à travers le continent, mais aussi dans l'océan Indien. La revue de presse est signée Robert Adandé. Conservation, transformation, commercialisation des produits neufs agropoles définis. C'est ce qu'annonce une décision qui s'inscrit dans le cadre du 2e programme national d'investissement agricole PNIA 2. Voilà ce qu'on peut lire en manchette du quotidien ivoirien Fraternité Matin. Un peu plus loin, le patriote titre « Fausse polémique autour de sa nomination comme vice-président du RDR, Soro a été consulté ». Il a eu plusieurs tête-à-tête avec Madame Diabaté, militants et cadres se prononcent. Pour Soir Info, il est question de révélation choc sur une rencontre entre Ouattara et Soro. Et concernant les deux hommes, l'Inter semble révéler tête-à-tête au palais présidentiel les vraies raisons de la colère de Ouattara contre Soro. Au Togo, résolution de la crise togolaise, les acteurs de plus en plus proches du dialogue, un état de choses dont se réjouit le journal Le Forum de la semaine. Pour Togo Presse, le chef de l'État était en visite de travail et d'amitié à Lagos, au Nigeria, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, le journal Le Pays titre « Travailleurs du secteur public vers une application de l'IUTS ». Avec Sidoya, on peut lire « Consommation du piment ». Ça pique la bouche, ça brûle l'estomac. Détournement de 99 980 000 francs CFA au FAFPA, 10 ans de prison ferme requis contre l'ex-DG et 15 ans de prison ferme contre l'ex-agent comptable. Des révélations sur le cabinet GIFA appartenant à Émile Paré et Bakary Paré. Voilà en substance ce que titre le journal Le Quotidien, l'information pour tous. Avec le Mauricien, on peut lire Assemblée nationale pompiers, la VPM de Réao remet ça. La nouvelle numéro 4 du GM revient à la charge avec les camions des sapeurs-pompiers en panne en accusant XLD en tant que ministre des Finances en 2014 d'avoir réduit le budget alloué au Fire Service. Pour le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, des mesures d'urgence au CHU Sud. Alerte à la bactérie. En pleine semaine de la sécurité des patients, une bactérie hautement résistante a été dépistée sur un patient passé par le CHU à Saint-Pierre. Les mesures d'hygiène sont renforcées. Et enfin, avec le matin du Sahara et du Maghreb, il est question des funérailles à Rabat du général de corps d'armée Abdelhak El Hadiri en présence de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan. Et juste à côté, on peut lire également son Altesse royale la princesse Lala Salma préside à Marrakech la célébration de la journée nationale de lutte contre le cancer. Voilà, c'est tout pour cette revue des titres de l'actualité. À demain. Merci Robert Adandé. Nous aurons plaisir à vous retrouver demain à l'édition de 13h30.
grande édition de la mi-journée où, bien entendu, nous serons nombreux à vous regarder. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi le journal sur Label Radio et Télévision. Et surtout, merci de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde.